Ils envoyèrent une pauvre fiancée Apache au cow-boy pour plaisanter, mais elle revint en portant son nom de famille. La charrette s'arrêta au ranch de Porter Dahl au moment où le soleil atteignait son point le plus haut. Ayanna descendit avec pour tout bagage une bourse de cuir usé et des yeux qui cachaient des secrets que personne en ville ne pouvait deviner. Les hommes qui l'avaient envoyé s'éloignaient déjà à cheval, leur rire résonnant à travers les plaines vides comme s'ils venaient de réussir la plus parfaite des farces. Pourtant, quelque chose n'avait pas de sens. Elle avait accepté de venir. Porter se tenait sur son porche, déconcerté, comme n'importe qui l'aurait été, fixant cette femme Apache qui n'était pas censée se trouver là. La plaisanterie de la ville était simple. Envoyer au fier cow-boy une épouse qu'il ne voudrait jamais. Le voir se tortiller. Faire rire tout le monde pendant des mois. Sauf qu'Ayanna n'agissait pas comme une femme piégée. Elle regardait sa propriété comme si elle la mesurait, comme si elle planifiait quelque chose. Tu sais que tout cela n'est qu'un jeu pour eux, dit enfin Porter, sa voix portant à travers la cour poussiéreuse. Ayanna posa sa bourse avec soin sur ses marches. Je sais exactement ce que c'est, répondit-elle. Mais son ton suggérait qu'elle savait quelque chose qu'il ignorait. Quelque chose sur la véritable raison de sa présence. Quelque chose sur ce que ces hommes avaient réellement déclenché. La règle semblait claire. Elle resterait un jour, peut-être deux, jusqu'à ce que la plaisanterie perde de son intérêt et que quelqu'un vienne la récupérer. Une farce inoffensive qui donnerait matière à commérage à la ville. Mais le soir venu, Porter comprit que la femme debout dans sa cuisine, préparant calmement de la nourriture comme si elle était chez elle, venait de rompre complètement cette règle. Et la façon dont elle avait prononcé son nom en se présentant à son bétail, comme si elle prévoyait déjà de le garder, lui fit se demander si la véritable farce n'était pas pour tout le monde sauf eux. Car 3 mois plus tard, quand Ayanna revint en ville portant un simple anneau d'or et répondant au nom de Madame Dahl, les hommes qui avaient monté la plaisanterie ne riaient plus. Ils la fixaient comme s'ils avaient vu un fantôme, comme s'ils n'avaient jamais imaginé qu'elle gagnerait. La femme Apache traversa la maison de Porter comme si elle faisait l'inventaire. Ses doigts effleurèrent la poussière sur sa table en bois. Ses yeux mesurèrent la distance entre la cuisine et la porte, et son silence pesait plus que n'importe quelle conversation qu'il avait eue. Porter Dahl s'était attendu à la voir pleurer, lui demander de la ramener en ville, ou au moins s'interroger sur la raison pour laquelle 3 hommes adultes avaient trouvé amusant de l'envoyer ici. Au lieu de cela, Ayanna se déplaçait dans sa maison avec l'attention concentrée de quelqu'un qui préparait une longue campagne. « Tu as faim » demanda-t-il, plus pour rompre le silence que par hospitalité. « Je peux cuisiner » répondit-elle en ouvrant ses placards un à un. Elle ne demandait pas la permission, n'attendait aucune instruction, elle découvrait simplement et méthodiquement ce qu'il possédait et ce qui lui manquait. La confusion lui tordait l'estomac. Ce n'était pas ainsi qu'une farce était censée fonctionner. La femme devait être la victime et lui, le sot. Mais en la regardant organiser sa cuisine avec une efficacité silencieuse, Porter eut l'impression qu'ils avaient tous deux été pris au piège d'un plan qu'aucun ne comprenait. Elle trouva sa maigre réserve de provisions et commença à préparer un repas avec des ingrédients qu'il avait oubliés. La manière dont elle se mouvait dans sa cuisine donnait à Porter la sensation qu'elle préparait cela depuis bien plus longtemps que les quelques heures écoulées depuis que ces hommes l'avaient amenée ici. « Ils pensent qu'ils m'apprennent une leçon », dit-il en s'installant dans une chaise qui ressemblait soudain à un siège d'invité dans sa propre maison. Ayanna le regarda directement pour la première fois depuis son arrivée. Ses yeux contenaient quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Ni colère, ni tristesse, mais une forme de détermination patiente qui le mettait mal à l'aise. « Quelle leçon est-ce » demanda-t-elle. Qu'il devait être plus sociable. Cesser de vivre seul ici. Commencer à envisager le mariage comme un homme convenable. Les mots lui semblèrent ridicules à peine prononcés. Elle hocha la tête comme si cela avait parfaitement du sens. Et quelle leçon pense-t-il m'enseigner à moi? Porter réalisa qu'il n'avait jamais songé à son point de vue dans cette cruelle plaisanterie. Je ne sais pas. Ils veulent me montrer que je n'ai ma place nulle part. Ni parmi mon peuple qui lutte pour nourrir tout le monde. Ni dans leur ville où je suis à peine toléré. Et certainement pas ici, où un cow-boy ne choisirait jamais quelqu'un comme moi. L'odeur de la nourriture qu'elle préparait était plus appétissante que tout ce qui avait été cuisiné dans cette maison depuis des années. Mais l'appétit de Porter avait complètement disparu. « Alors pourquoi es-tu venu » demanda-t-il. Ayanna se tourna de nouveau vers sa cuisine, mais pas avant qu'il n'aperçoive ce qui ressemblait à un sourire. « Parce qu'ils se trompent sur ce à quoi j'appartiens, et je vais le leur prouver. » Porter sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quel que fût le jeu que ces hommes avaient lancé,
la femme debout dans sa cuisine venait d'en changer toutes les règles. Et la tranquille certitude de sa voix suggérait qu'elle avait planifié son prochain mouvement bien avant de poser le pied sur son ranch. Le matin arriva avec le son de quelqu'un qui fendait du bois sous la fenêtre de Porter. Il s'était couché en pensant que la femme apache aurait disparu à l'aube, mais le rythme régulier d'une hache sur le bois suggérait le contraire. Porter enfila ses bottes et sortit pour découvrir qu'Ayana avait déjà fendu assez de bois de chauffage pour un mois entier. Elle travaillait avec l'efficacité fluide de quelqu'un qui avait accompli des tâches pénibles toute sa vie. Et la pile soignée de bûches prouvait qu'elle ne faisait pas que s'occuper. Elle améliorait sa propriété. « Tu comptes rester ?» demanda-t-il, bien que ses actes eussent déjà répondu à la question. « Jusqu'à ce qu'ils viennent me chercher », répondit-elle en posant une nouvelle bûche sur le billot. « Ou jusqu'à ce que tu me dises de partir. » Porter scruta son visage, cherchant le moindre signe d'humiliation qu'elle aurait dû ressentir. Mais Ayana soutint son regard avec la même détermination calme qu'elle avait montrée la veille, et il se surprit à poser la question qui l'avait tenu éveillé une grande partie de la nuit. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas à propos de ta venue ici ?» Elle s'immobilisa, la hache en équilibre dans ses mains. Un instant, Porter pensa qu'elle allait vraiment s'expliquer. Mais au lieu de cela, elle désigna l'horizon où un nuage de poussière signalait l'approche de cavaliers. « On dirait que nous allons avoir de la visite. » 3 hommes pénétrèrent dans la cour de Porter avec l'assurance décontractée de ceux qui s'attendent à retrouver exactement ce qu'ils ont laissé derrière eux. Porter les reconnut aussitôt. Jérôme Banks, le forgeron, qui le pressait de se fixer. Curtis Valentine, propriétaire du plus grand magasin de la ville, et Otis Caldwell, dont la bouche avait causé plus d'ennuis à des hommes que ses poings n'auraient jamais pu le faire. « Bonjour, Porter », lança Jérôme d'un ton faussement enjoué. « On vient voir ton nouvel invité. » Les hommes mirent pied à terre, leurs yeux se posant sur Ayana avec la satisfaction de gens admirant leur œuvre. Mais Porter remarqua quelque chose qu'il semblait ignorer. La femme debout près de sa pile de bois soigneusement rangée n'avait pas l'air vaincue. Elle paraissait exactement là où elle voulait être. « Je pensais qu'elle se serait déjà enfuie, » dit Curtis avec un sourire. « Les Apaches n'ont pas l'habitude de rester là où ils ne sont pas désirés. »« Qui dit qu'elle n'est pas désirée ?» Les mots franchirent les lèvres de Porter avant même qu'il n'y réfléchisse, et il vit la surprise traverser les visages des 4 hommes. Otis éclata de rire, mais son rire sonnait faux. « Allons, Porter. Tu ne vas tout de même pas envisager de la garder ici. » C'était juste une petite plaisanterie. Ayana s'avança, et Porter remarqua comment les 3 hommes se rapprochèrent instinctivement les uns des autres, comme s'ils n'étaient plus 6 sur 2. « Je pense, » dit-elle d'une voix calme, « que vous devriez vous demander pourquoi vous êtes vraiment ici. Parce que si ce n'était qu'une plaisanterie, vous l'auriez déjà oublié. » Le silence qui suivit sembla dangereux. Porter comprit que, quel que fût le jeu auquel ces hommes croyaient jouer, la femme à ses côtés venait de révéler qu'ils avaient un tout autre objectif. Et à en juger par la manière dont leur visage avait changé, elle avait vu juste sur quelque chose qu'il n'avait jamais pensé qu'elle découvrirait. Le cheval de Jérôme s'agita nerveusement tandis que le forgeron fixait Ayana avec une lassitude nouvelle. L'assurance tranquille avec laquelle il était arrivé s'était évanouie, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Maintenant écoutez, » dit Jérôme d'une voix tendue. « Nous voulions juste nous amuser un peu, aider Porter à se trouver une femme, voilà tout. » En m'envoyant quelqu'un que vous pensiez qu'il ne voudrait jamais, répliqua Ayana. Sa question resta suspendue dans l'air comme la fumée d'un canon. Curtis fit un pas en avant, essayant de reprendre le contrôle. « Écoute, fille, personne ne voulait faire de mal. On s'est dit que tu resterais une journée, que tu aurais un bon repas, et que Porter te donnerait quelques pièces pour aider ton peuple. Tout le monde y gagne. » Porter sentit un froid lui envahir l'estomac. « Qu'est-ce que tu veux dire par aider son peuple ?» Les 3 hommes échangèrent un regard, et Porter comprit qu'une conversation avait lieu sans lui. Ayana, elle, semblait la saisir parfaitement. Son visage s'était figé d'une manière qui rendait l'air du matin dangereux. « Ils savent pour la terre, » dit-elle doucement. « Quelle terre ?» exigea Porter. Otis éclata de rire, mais son rire sonnait désormais désespéré. « Porter, ne la laisse pas te remplir la tête de bêtises. Il n'y a pas de... La terre où mon peuple campe l'hiver, coupa Ayana. La terre qui borde ton ranch. La terre que ces 3 hommes essaient d'acheter depuis 6 mois. » Le monde de Porter vacilla. Il se souvenait des offres, des visites apparemment amicales, de la pression pour vendre son pâturage à l'Est. Jérôme affirmant vouloir agrandir son activité.
Curtis parlant d'opportunités d'investissement. Otis demandant toujours ce qu'un homme pouvait bien faire avec autant d'espace. Vous pensiez que si vous pouviez me convaincre que j'étais assez seul pour prendre de mauvaises décisions, je vendrais, dit Porter, les pièces s'imbriquant comme les pierres d'un éboulement. Ce n'est pas, commença Jérôme. Et quand j'ai refusé, vous avez décidé d'essayer une autre approche, poursuivit Porter d'une voix plus dure. M'envoyer quelqu'un que vous pensiez n'apporter que des ennuis. Me rendre assez désespéré pour partir. Ayanna se tourna directement vers les trois hommes. Mais ce que vous n'aviez pas prévu, c'est que je pose des questions sur qui voulait acheter cette terre et pourquoi. Le silence s'étira jusqu'à ce que Curtis finisse par céder. Ton peuple ne peut pas rester ici éternellement. Les camps d'hiver sont temporaires. Nous parlons de progrès, de l'utilisation correcte des terres. Mon peuple n'est pas le problème, dit Ayanna. Le problème, c'est ce que vous voulez réellement faire de cette terre une fois que vous l'aurez. Porter observa les visages des trois hommes changer lorsqu'ils comprirent que leur plan soigneusement élaboré s'effondrait. Quoi qu'ils aient en tête pour sa propriété, ce n'était pas de l'expansion ni de l'investissement. C'était quelque chose qui exigeait de chasser à la fois lui et les Apaches. Je pense, dit Porter lentement, que vous feriez bien de retourner en ville maintenant. Mais au moment de remonter à cheval, Otis se retourna avec un sourire qui glaça le sang de Porter. Tu fais une erreur, Porter. Cette femme t'a fait penser avec ton cœur au lieu de ta tête. Et ça va te coûter cher. Quand la poussière de leur départ retomba, Porter regarda Ayanna avec une compréhension nouvelle. Elle n'était pas venue ici comme la victime d'une plaisanterie. Elle était venue comme la solution à un problème dont il ignorait l'existence. Le soleil de l'après-midi trouva Porter et Ayanna travaillant côte à côte, réparant une section de clôture qui bordait la terre disputée. Porter avait suggéré ce travail pour occuper ses mains tandis que son esprit digérait tout ce qu'il venait d'apprendre. Mais en observant Ayanna manipuler le fil barbelé avec une habileté acquise de longue date, il comprit qu'elle avait probablement choisi cet endroit précis pour ses propres raisons. « Depuis combien de temps es-tu au courant de leur plan ?» demanda-t-il en tendant un nouveau fil entre deux poteaux. « Depuis la première fois où Jérôme t'a parlé de vendre, » répondit Ayanna en fixant son côté avec des gestes rapides et efficaces. « Mon peuple ne campe peut-être ici que temporairement, mais nous observons ces terres toute l'année. Nous voyons qui vient et qui repart. » Porter enfonça une agrafe plus fort qu'il ne l'aurait voulu. « Et tu savais qu'il finirait par tenter quelque chose comme ça. » Je savais qu'il devenait désespéré. Des hommes comme eux n'abandonnent pas quand ils veulent quelque chose. Ils deviennent seulement plus inventifs pour l'obtenir. Le fil chanta doucement dans le vent entre eux. Porter se surprit à étudier son visage tandis qu'elle travaillait, remarquant la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, les callosités sur ses mains qui racontaient des années de dur labeur. Tout en elle évoquait une force forgée par la nécessité. « Alors, tu t'es offerte comme leur solution, dit-il. Je me suis offerte comme la tienne. » La simplicité de sa réponse le frappa plus qu'il ne s'y attendait. Porter cessa de travailler. « La mienne ?» Ayanna le regarda directement, pour la première fois depuis son arrivée. Son masque de maîtrise se fissura assez pour qu'il voie la vulnérabilité dessous. Tu avais besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment ce que ces hommes voulaient, de quelqu'un qui ait des raisons de les combattre qui allaient au-delà de l'argent. Et toi, qu'est-ce que tu en retires ? Elle retourna à son ouvrage, mais Porter remarqua le léger tremblement de ses mains. Mon peuple a besoin de ce camp d'hiver. C'est notre refuge depuis des générations. Si ces hommes obtiennent tes terres, ils feront en sorte que nous ne puissions plus accéder aux nôtres. Porter commença à comprendre l'ampleur de ce qu'elle risquait en venant ici. Si cela échoue, si ces hommes trouvent un autre moyen de me forcer à vendre, alors mon peuple perdra son abri d'hiver, et j'aurai complètement échoué. Sa voix restait ferme, mais Porter entendait le poids qu'elle portait. Et j'aurais sacrifié ma réputation pour rien. L'ampleur de son pari s'installa entre eux comme une présence tangible. Elle avait troqué sa place dans les deux communautés, Apache et Blanche, pour une seule chance de sauver quelque chose qui comptait plus que son propre confort. Il y a autre chose, dit Porter doucement. Quelque chose que tu ne m'as pas encore dit. La main d'Ayanna se figea sur le fil. Qu'est-ce qui te fait croire cela ? Parce qu'une femme ne risque pas tout dans un plan aussi dangereux, à moins d'être absolument certaine qu'il réussira. Et la seule façon d'en être certaine, c'est de savoir quelque chose sur ces hommes que j'ignore. Le silence s'étira, jusqu'à ce que Porter pense qu'elle ne répondrait pas. Puis Ayanna regarda vers l'horizon, où la ville restait cachée derrière les collines. Il n'essaie pas seulement d'acheter des terres,
Porter. Ils essaient de cacher quelque chose qu'ils ont déjà fait. Sa voix se fit à peine un souffle. Quelque chose qui pourrait les détruire si les autorités territoriales l'apprenaient. Porter sentit son monde basculer à nouveau. Quel genre de chose? Mais avant qu'Ayana ne puisse répondre, le bruit de plusieurs chevaux approchant rapidement les fit lever la tête. Un groupe de cavaliers arrivait à vive allure, bien trop nombreux pour être les 3 hommes du matin, et avançant avec l'urgence de ceux qui n'ont plus la patience des méthodes subtiles. Cette cavalier approchait, la poussière du voyage collée à leurs vêtements, avec la détermination sombre d'hommes qui avaient trop chevauché pour repartir bredouille. Porter reconnut le cavalier de tête avant même que le groupe soit assez proche pour distinguer les visages. Le marshal Stevens, de la capitale territoriale, un homme qui ne se déplaçait en personne que lorsque des crimes assez graves nécessitaient une attention fédérale. Voilà des ennuis, murmura Porter. Mais en regardant Ayana, il remarqua qu'elle n'avait pas l'air surprise. Le genre d'ennui que ces 3 hommes essaient d'éviter, dit-elle doucement. Le marshal mit pied à terre avec les gestes mesurés d'un homme qui avait passé des jours en selle. Ses adjoints se déployèrent en formation, comme des hommes de loi s'attendant à une résistance, et Porter remarqua la manière professionnelle dont leurs yeux balayaient la propriété. « Bonjour, Porter, » dit le marshal Stevens en soulevant son chapeau. « Je cherche des informations sur des opérations de vol de bétail dans la région. Quelqu'un a déplacé des troupeaux volés par ici, changé les marques et les a vendus à 3 comtés de distance. » Porter sentit les pièces d'un plus vaste puzzle s'emboîter. Vol de bétail. Près de 200 têtes au cours des 6 derniers mois. Une opération sophistiquée. Il savait exactement quels éleveurs mettraient du temps à remarquer la disparition de bétail, quelles routes emprunter, ou modifier les marques. Le regard du marshal se posa sur Ayana. Vos voisins Apaches ont signalé des mouvements étranges à travers leurs terrains d'hiver. Ils disent que du bétail y a été conduit au milieu de la nuit. Ayana s'avança. Mon peuple ne se mêle pas des affaires de l'homme blanc. Mais nous observons. Nous voyons tout ce qui traverse nos terres. Et qu'avez-vous vu, mademoiselle? Porter observa Ayana peser soigneusement ses mots. C'était l'instant qui allait décider si son pari dangereux réussirait ou détruirait tout ce qu'elle avait risqué. J'ai vu Jérôme Banks, Curtis Valentine et Otis Caldwell déplacer du bétail qui ne leur appartenait pas, dit-elle clairement. En empruntant l'ancien sentier entre les terres de Porter et notre camp d'hiver. Toujours la nuit, toujours par petits groupes. Marshal Stevens hocha la tête comme si cela confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Nous les suivons depuis des semaines, mais ils ont été prudents pour effacer leurs traces. Le problème, c'est que nous avons besoin de témoins prêts à déposer. Vous en avez un, répondit Porter, surpris lui-même de la conviction de sa voix. Le marshal observa Porter et Ayana avec l'acuité d'un homme habitué à lire vite une situation. Vous êtes sûr de vous? Ces hommes n'aimeront pas être exposés. Ils ont des amis en ville, des relations d'affaires. Un tel témoignage pourrait rendre la vie difficile à vous deux. Porter sentit la main d'Ayana effleurer son bras. Un contact bref qui traduisait à la fois gratitude et détermination. À cet instant, il comprit que son plan n'avait jamais eu pour but de le piéger dans un mariage ou seulement de sauver le camp d'hiver de son peuple. Il s'agissait de trouver quelqu'un ayant le courage de tenir tête à des hommes qui se croyaient au-dessus des lois. Nous en sommes sûrs, dit-il. Mais alors que le marshal s'apprêtait à poursuivre ses questions, le bruit de chevaux approchant annonça le retour de Jérôme, Curtis et Otis. Cette fois, ils ne venaient pas en plaisantins ni en spéculateurs. Ils venaient en hommes désespérés, conscients que leur mensonge patiemment construit s'écroulait. Et Porter savait que des hommes désespérés étaient capables de tout. Jérôme, Curtis et Otis pénétrèrent dans la cour avec l'assurance de ceux qui pensaient encore contrôler la situation. Mais Porter vit le moment où ils aperçurent l'étoile du marshal et réalisèrent que leur monde venait de s'effondrer. La main de Jérôme se dirigea instinctivement vers son arme avant qu'un meilleur jugement ne l'arrête. « Messieurs, » dit calmement le marshal Stevens, avec la courtoisie maîtrisée des hommes de loi qui veulent que les suspects se trahissent par la panique. « Marshal, » répondit Jérôme d'une voix tendue. « Je ne m'attendais pas à voir la loi fédérale par ici. Je fais simplement suite à quelques rapports. Vol de bétail. Vous n'auriez rien à en dire, n'est-ce pas? » Le silence s'étira comme une corde tendue prête à rompre. Porter sentit Ayana se rapprocher de son côté, non pour chercher protection, mais pour se placer en partenaire dans ce qui allait arriver. Ce simple geste réchauffa sa poitrine d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil de l'après-midi. Curtis força un rire. «
Du vol de bétail ici, Marshall? Si quelqu'un raconte des histoires, c'est que quelqu'un a observé. Chaque nuit, depuis 6 mois, intervint Ayana. Observez le bétail circuler par des sentiers où il ne devrait pas être, vers des lieux où il ne devrait pas aller. Le visage d'Otis pâlit. Vous n'allez pas croire la parole d'une squaw Apache contre celle d'homme d'affaires respecté. L'insulte claqua dans l'air comme une gifle, et Porter sentit une rage violente monter en lui. Mais avant qu'il ne réagisse, Marshall Stevens avança avec l'autorité glaciale de la loi fédérale. Cet Apache a fourni des renseignements plus fiables que la plupart de mes informateurs payés, dit-il d'une voix basse. Et en ce moment, son témoignage, combiné aux preuves déjà réunies, suffit à arrêter vous trois. La main de Jérôme retomba sur son arme, cette fois avec une intention claire. Je ne crois pas, Marshall. Ne sois pas idiot, Jérôme, dit Porter. Vous êtes en infériorité numérique et mal armé. Rendez-vous maintenant et peut-être pourrez-vous négocier un arrangement. Mais le désespoir avait saisi les trois hommes comme une fièvre. Porter voyait sur leur visage qu'ils préféraient tout risquer dans un combat plutôt que d'affronter la certitude de la prison. L'air devint lourd de promesses de violence. Porter calcula instinctivement les distances, les couvertures et la sécurité de la femme à ses côtés. Vous avez tout gâché, gronda Curtis à Ayana. Nous vous proposions un arrangement simple. Jouez votre rôle, créez quelques problèmes, et nous aurions trouvé un moyen de répondre aux besoins de votre peuple. Mais il a fallu que vous soyez trop intelligente. J'ai dû être honnête, répondit Ayana. Quelque chose que vous avez oublié de faire. Le moment resta suspendu au bord du désastre jusqu'à ce que Marshall Stevens fasse un subtil geste à ses adjoints. Jérôme Banks, Curtis Valentine, Otis Caldwell. Vous êtes en état d'arrestation pour vol de bétail, complot et fraude. Vous pouvez vous rendre pacifiquement ou nous le ferons à notre manière. Porter regarda les trois hommes échanger un regard, et il sut avec une certitude glaciale qu'ils avaient choisi la manière difficile. Leurs mains se dirigèrent vers leurs armes avec la rapidité désespérée de ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Mais alors que les coups de feu éclataient à travers son ranch paisible, la seule pensée de Porter fut de mettre Ayana en sécurité. Car quelque part entre son arrivée en tant que plaisanterie indésirable et ce moment de vérité mortelle, elle était devenue la chose la plus importante dans son monde. Et il serait maudit s'il laissait son sacrifice se perdre à cause de son échec à la protéger. La fusillade dura moins de 30 secondes, mais Porter eut l'impression que chaque instant s'étirait comme des heures tandis qu'il tirait Ayana derrière un poteau de clôture et couvrait son corps du sien. Les adjoints du Marshal s'étaient positionnés avec une précision professionnelle, et leur riposte fut rapide et décisive. Lorsque la fumée se dissipa, Jérôme gisait immobile dans la poussière. Curtis serrait son épaule blessée en jurant, et Otis avait lâché son arme en signe de reddition, le visage devenu gris en réalisant que son pari désespéré lui avait tout coûté. C'est fini, murmura Porter contre les cheveux d'Ayana, respirant l'odeur de sauge et de détermination devenue familière comme son propre battement de cœur. Elle se tourna dans ses bras, et pour la première fois depuis son arrivée, sa maîtrise se brisa complètement. La femme qui avait affronté des criminels armés sans ciller tremblait contre sa poitrine, et Porter comprit qu'elle avait porté seule le poids de cette confrontation pendant des mois. « Je pensais qu'ils pourraient te tuer, dit-elle à voix à peine audible. Ils ont essayé de nous tuer tous les deux. Porter recula juste assez pour voir son visage et se convaincre qu'elle était vraiment indemne. Mais tu savais que cela arriverait, n'est-ce pas? Que ça finirait ainsi. Ayana hocha la tête, des larmes traçant des sillons clairs dans la poussière de ses joues. Je savais qu'ils étaient trop désespérés pour se rendre tranquillement. Je savais qu'il y aurait de la violence, mais je savais aussi que tu étais le seul homme avec le courage de tenir jusqu'au bout. Marshall Stevens s'approcha alors que ses adjoints sécurisaient les prisonniers survivants. C'est un témoignage courageux, mademoiselle, et vous aussi. Nous aurons besoin que vous vous rendiez à la capitale territoriale la semaine prochaine pour officialiser vos déclarations, mais je pense que nous pouvons garantir que ces hommes ne dérangeront plus personne pendant longtemps. Porter aida Ayana à se relever, sa main restant un instant sur sa taille. Ce simple contact lui envoya une décharge électrique. Et lorsqu'elle se pencha contre son toucher au lieu de se retirer, il sentit quelque chose de fondamental changer entre eux. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle. Mais Porter n'était pas sûr si elle s'adressait au Marshal ou à lui. Maintenant, nous reconstruisons, dit Porter, décidant au moment même où il prononçait les mots. Nous faisons de ce ranch quelque chose qui vaut la peine d'être défendu ensemble. Le mot resta suspendu entre eux comme une promesse,
et Porter vit le moment exact où Ayana comprit qu'il ne parlait pas seulement de partenariats commerciaux ou de protection mutuelle. Il parlait du genre de « ensemble » qui implique de tout partager, le travail, les repas, les rêves, et les instants de calme entre le coucher et le lever du soleil. « Tu en es sûr ?» demanda-t-elle, mais ses yeux reflétaient l'espoir plutôt que le doute. Porter regarda la femme qui avait tout risqué pour sauver leur avenir à tous les deux. Celle qui avait été à ses côtés lorsque les balles fusaient, qui avait transformé une plaisanterie cruelle en la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie, » dit-il. « La question est de savoir si tu veux rester. Pas comme partie d'un plan ou d'une stratégie, mais parce que tu veux construire quelque chose de réel ici avec moi. » Ayana sourit alors, la première expression totalement désarmée qu'il ait vue sur elle, et Porter sut sa réponse avant même qu'elle ne parle. 3 mois plus tard, Ayana descendit la rue principale de la ville vêtue d'une simple robe bleue et d'une alliance en or qui attrapait la lumière de l'après-midi. La conversation s'interrompit lorsque les gens la reconnurent, et Porter ressentit une fierté intense en voyant sa femme tenir la tête haute tandis que des murmures suivaient leurs pas. « Madame Porter Dahl » balbutia le commerçant lorsqu'ils approchèrent de sa boutique. « Félicitations pour votre mariage récent. »« Merci », répondit Ayana avec une dignité calme. « Nous sommes ici pour acheter des fournitures pour le ranch. » Porter observa le visage de l'homme passer de la surprise à la confusion, puis à l'acceptation lorsqu'il prit conscience de la réalité devant lui. La femme apache envoyée comme une plaisanterie cruelle n'avait pas seulement accepté de rester, elle avait pris le nom du cow-boy et son cœur en même temps. Leur mariage avait été simple, juste deux, un prédicateur itinérant et l'immense ciel de la frontière comme témoin. Mais lorsque Porter avait glissé l'anneau à son doigt et prononcé ses vœux, il avait eu le sentiment de devenir enfin l'homme qu'il était destiné à être. Et lorsqu'Ayana avait promis de rester à ses côtés, quoi qu'il arrive, sa voix ferme et assurée, Porter sut que leur partenariat serait plus fort que tout ce que ces hommes avaient tenté de détruire. « C'est vrai ce qu'on dit sur Jérôme et les autres ?» demanda le commerçant en rassemblant leurs commandes. « Ils sont en prison fédérale » répondit Porter. 20 ans pour vol de bétail, complot et tentative de meurtre. Les autorités territoriales ont veillé à ce que la peine corresponde au crime. Alors qu'ils chargeaient leurs achats dans la voiture, Porter remarqua que les habitants les regardaient avec un mélange de curiosité et de respect. L'histoire de leur confrontation avec les voleurs de bétail s'était rapidement répandue, apportant une nouvelle reconnaissance du courage de Porter et de l'intelligence d'Ayana. « Tu sais, » dit Ayana alors qu'il se préparait à quitter la ville, « il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit sur la vraie raison de ma venue ce jour-là. » Porter la regarda avec l'attention patiente qu'il avait appris à donner à ses pensées. « Quoi donc ? » Ma grand-mère me disait autrefois que les esprits me montreraient mon chemin en plaçant des obstacles sur ma route que seule la bonne personne pourrait m'aider à surmonter. Elle sourit, une expression qui transforma tout son visage. Mais je pense qu'elle s'était trompée sur une chose. Laquelle ? Elle disait que je reconnaîtrais la bonne personne à la manière dont il surmonterait les obstacles. Mais je crois que le véritable test était de savoir si j'étais assez courageuse pour devenir un obstacle sur sa route et lui faire confiance pour me choisir quand même. Porter tendit la main et prit la sienne, admirant, comme il le faisait toujours, les callosités témoignant de sa force et les os délicats rappelant son courage. Ces hommes pensaient m'envoyer quelqu'un que je n'aurais jamais voulu. Ils n'avaient aucune idée qu'ils m'envoyaient exactement celle dont j'avais besoin. Alors que leur voiture s'éloignait de la ville, Porter regarda une dernière fois les gens encore debout dans la rue, les observant partir. La plaisanterie qui devait les humilier tous les deux était devenue le fondement de quelque chose d'inébranlable. Ayana était revenue avec son nom de famille, exactement comme l'histoire l'avait promis. Mais plus que cela, elle était revenue avec son avenir, son partenariat et son cœur. Et Porter Dahl n'avait jamais été aussi heureux de s'être trompé sur ce qu'il pensait vouloir. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur la vidéo à l'écran dès maintenant pour découvrir un autre récit inoubliable de la frontière, où courage et amour se rencontrent de manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et pensez à un super chat pour nous aider à continuer de vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien signifie tout pour nous.